Une potion amère dont la couleur est annoncée, l'épargne privée des Européens doit être libérée, orientée, mobilisée. Cela devait s'appeler l'union des marchés de capitaux. Les comptes publics de l'eurozone, épuisés, enchaînent les nuits blanches. Les dirigeants veulent de l'argent, les déposants voient noir, et pour la liquidité dormant dans des banques européennes, le rouge est mis. Bienvenue dans l'épisode pilote des Dessous du Cash, un nouveau format pour la chaîne Au Coffre, au cours duquel la lumière sera faite sur l'envers des décisions géopolitiques et économiques. Alors, sans masque, que peut bien valoir cette union des marchés de capitaux qui a changé de nom avant même d'être déployée, et surtout avant même que son indéfinissable concept n'ait pu être cerné. François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, à l'instar d'autres initiés, parlait ce lundi d'une désormais union de l'épargne et de l'investissement qui, comme son nouveau nom l'indique, assume davantage son frétillant appétit de proximité entre l'épargne et l'investissement. Pourquoi tant d'ambiguïté ? Étrange méthode. Se faire détester en laissant comprendre une volonté de puiser sur les comptes, alors que cela n'est pas forcément de cela dont il devait s'agir. Enfin, finalement, oui, tout sera peaufiné, renommé, adapté, en cours de route, histoire de faire face aux enjeux qui sont les nôtres. A priori, des projets de libre circulation de capitaux ne signifient en rien la libération de l'épargne, ou sa saisie. Cela dépend là de l'angle duquel on observera le transfert de liquidités. Pourtant, cette fois-ci, le projet est très clair. L'union des marchés de capitaux a bien pour objet de mobiliser et libérer notre épargne, comme l'exprimait sur X il y a quelques jours Emmanuel Macron. Le président de la République déclare que nous devons construire l'union de l'épargne et de l'investissement pour financer la transition verte et numérique, ainsi que nos capacités de défense, ou encore pour assurer notre sécurité économique. Les mots sont clairs, choisis, et la seule ambiguïté qui pourrait subsister à ce stade réside dans l'usage concret de l'épargne privée qui va être utilisée. Que cette épargne privée soit employée à des fins qui ne le seront pas, par ailleurs, est parfaitement assumé. Pour Charles Michel, nous sommes en train de constituer le meilleur des Inflation Reduction Act. Imaginez une minute les cris d'orfraie alors poussés par les Américains s'il leur avait été annoncé en fanfare, par de modestes tweets et quelques paroles lancées ci et là, qu'un très beau projet était en préparation, la mobilisation de leurs économies. L'IRA est un plan protectionniste, organisé par des démocrates certes, mais pas d'une façon soviétique, celui-ci. Pour financer ces mesures, le plan prévoit la création d'un impôt minimum de 15% sur les bénéfices des grandes entreprises réalisant plus d'$1 milliard de bénéfices. Aux USA, le taux d'impôt sur les sociétés est aujourd'hui de 21%, mais la plupart des entreprises acquittent un taux effectif beaucoup plus bas, en profitant de crédits d'impôt ou en optimisant leurs comptes. Une taxe de 1% sur les rachats d'actions est donc appliquée. Voilà comment l'administration Biden a décidé de financer l'IRA. Les comptes bancaires n'en ont pas eu vent. Chez nous, l'union des marchés de capitaux n'est donc définitivement plus le nom d'une mécanique permettant de faciliter les flux, mais bien un projet politique visant à mobiliser la liquidité privée qui se trouve sur les comptes bancaires des Européens. Tout avait réellement redémarré en mars, lorsque Bruno Le Maire, lui non plus ne voulant visiblement pas déranger des journalistes et monopoliser des plateaux de télévision, avait annoncé sur X, très énervé, au détour d'une réunion, le smartphone en mode selfie, qu'il fallait aller plus vite pour mobiliser cette épargne qui dort sur des comptes. Je suis au Conseil des ministres des Finances à Gand, en Belgique, et je viens de pousser un coup de gueule parce que l'union des marchés de capitaux n'avance pas. L'union de marché des capitaux, c'est quoi ? C'est la possibilité de mobiliser toute l'épargne des Européens, 35 000 milliards d'euros, pour financer la transition climatique, financer notre effort de défense et financer les investissements dans l'intelligence artificielle. Charles Michel, lui, a apporté des chiffres dans une interview accordée aux Échos le 13 avril dernier. Apparemment, le patron de l'Europe a défini que sur environ 35 000 milliards d'épargne, c'est un total de 9 000 milliards d'euros qu'il faut orienter vers notre économie. En réalité, il ne peut y avoir d'économie qui soit nôtre, comme il ne devrait y avoir de progrès, si essentiel soit-il, qu'il faille financer sous la contrainte. Les économies sont soit publiques, soit privées. Par ailleurs, les démocraties libérales, lorsqu'elles sont convenablement structurées,
avec des dirigeants politiques et monétaires de qualité, ainsi qu'avec une véritable élite intellectuelle, scientifique et manuelle, savent dompter l'avenir sans recourir à des saisies. Pourquoi les deals politiques européens présentent-ils sans cesse le business plan global des transitions écologiques et numériques qui, pourtant, ne peuvent être entamés ailleurs qu'au sein du secteur privé? Le retour à des pratiques respectueuses de l'environnement aurait-il été capturé par des puissances qui usent d'un nouvel élément de langage, la transition écologique, permettant de justifier toute action, même la violation du sens de la propriété? Il y a quelques semaines, de grands médias faisaient leur titre en annonçant que le livret A pourrait financer l'effort de guerre. Jusque-là, le livret A était consacré au logement social. Mais, me direz-vous, l'argent déposé sur un livret A était durant ces dernières années parfaitement disponible, même si les banques en faisaient de leur côté des paquets financiers permettant de générer des titres. Mais alors, avec l'union des marchés de capitaux, ce sera peut-être sensiblement pareil. Dans ce cas, pourquoi Bruno Le Maire, Emmanuel Macron et les autres défenseurs de la cause n'auraient pas directement présenté le projet ainsi? Eh bien, justement, parce qu'il sera très certainement bien différent, correspondant parfaitement à leurs récentes déclarations. 35 000 milliards d'euros qui dorment aujourd'hui sur les comptes bancaires européens, au lieu de faire la prospérité de l'Europe de demain, au lieu de financer l'intelligence artificielle, au lieu de financer la transition climatique, ça n'est plus possible. C'est le sens de mon coup de gueule ce matin à Gand. Nous allons rassembler les États européens volontaires pour avancer un petit nombre d'États sur l'union des marchés de capitaux. D'ailleurs, au départ, aurait presque semblé crédule celui qui se serait insurgé des annonces qui étaient faites. On lui aurait très probablement rétorqué « Pas d'inquiétude, aucune ponction ne sera opérée sur les comptes. Il s'agit simplement d'une orientation bancaire de l'épargne, comme pour le livret A. » Seulement voilà, le ton a changé, et les paroles sont ciselées. Nous devons mobiliser et libérer notre épargne. Les titres racoleurs à propos de l'utilisation de l'épargne du livret A ont en quelque sorte permis de faire diversion. D'un côté, il y a de l'épargne titrisée par les banques, mais toujours à la vue de ceux qui l'ont déposée dans les organismes, et de l'autre, il y a une épargne qui doit être libérée. Il y a fort à parier pour que les libérateurs doivent faire face à des récalcitrants. Essayons de comprendre à quoi correspondrait réellement l'union des marchés de capitaux lorsqu'elle était un projet. À quoi correspondait-elle il y a encore quelques années, quelques semaines? À vrai dire, c'est assez flou, presque incompréhensible, voire allant à l'encontre de toute forme de logique. Dans un monde fragilisé par l'excès d'émission de monnaie-dette, constituer un modèle dont la titrisation est la pierre angulaire. Saugrenue initiative. La titrisation est la transformation de créances détenues par une banque en titres négociables. Elle englobe un segment de ce que l'on peut nommer parfois la finance de l'ombre ou le shadow banking, la création monétaire en dehors du système bancaire. Dans son rapport de 2022, la Banque des règlements internationaux précisait par exemple que 2 $ sur 3 étaient créés en dehors des États-Unis. Tôt ou tard, une création monétaire ayant été opérée sur une ambiguïté, un malentendu, un système alambiqué, se termine par une crise. Les principaux protagonistes d'une crise sont les dépossédés. Sur son site, le Conseil européen présente encore l'union des marchés de capitaux comme un moyen de faire de l'UE un espace encore plus sûr pour l'épargne et pour l'investissement à long terme des particuliers. Je serais curieux d'entendre ceux qui ont rédigé ces lignes justifier comment la titrisation de l'épargne pourrait sécuriser celle-ci. Il serait également intéressant de comprendre comment une mécanique qui, par des décisions politiques, décrète l'orientation de l'épargne, peut faire d'une zone un espace sûr pour l'investissement. Le terreau de l'investissement productif est l'épargne. Pour que cette dernière évolue sainement, il est nécessaire que les banques centrales répondent à leur devoir de stabilité monétaire. Une zone du monde qui explique que son système politique réunissant en outre des États en profonde nécrose budgétaire doit être en mesure de mobiliser l'épargne pour décider lui-même des investissements, n'a que très peu de chances de convaincre des investisseurs de s'installer et d'autres de ne pas s'exiler. À ce jour, et après avoir passé en revue chaque communiqué, je dois dire que l'union des marchés de capitaux est un concept dont les définitions sont chacune très obscures. Avant d'inclure la mobilisation de l'épargne, le projet ne séduisait d'ailleurs pas grand monde de sérieux, et sûrement pas les pays dont les finances publiques et privées étaient bien gérées.
Encore à ce jour, le président français et Olaf Scholz ont dû se démener pour défendre leurs projets et produits d'épargne européens. Faisant face à des réticences d'une douzaine d'États membres, avec en tête le Luxembourg et l'Irlande, peu engagés à l'idée de déléguer la supervision financière à un eurosystème qui ne demande plus qu'à imploser. Le sujet doit revenir sur la table au mois de juin, mais d'ici là, être pieds et poings liés fiscalement avec des pays qui, comme la France, ne savent plus comment faire pour trouver de l'argent, c'est une idée qui excite peu les Irlandais, pas plus qu'elle ne charme les Luxembourgeois. Comme les choses n'avancent pas à 27, j'ai proposé que nous avancions sur une base volontaire, avec un petit nombre d'États membres, pour proposer un produit d'épargne européen dans les mois qui viennent, pour proposer une supervision européenne des marchés de capitaux, pour s'assurer que la régulation fonctionne bien, et pour lever par conséquent plusieurs dizaines de milliards d'euros pour financer notre croissance et notre prospérité. Pour porter les balbutiements du projet, 2 hommes sont en mission. Enrico Letta, qui vante les mérites d'un marché intégré, qui permettrait de mobiliser l'excédent européen d'épargne privée pour financer l'investissement de long terme dans la transition verte et numérique, et Mario Draghi, ex-président de la Banque Centrale Européenne, sous lequel avait été ouvert le bal du quantitative easing en Europe à partir de 2015. Pour rappel, l'assouplissement quantitatif permet de contourner les traités de l'eurosystème, interdisant formellement à la BCE de se procurer des titres obligataires des pays dont elle régit la monnaie, en faisant acheter par la Banque centrale des obligations sur le marché secondaire. Il s'agit en quelque sorte d'une émission de monnaie hélicoptère, larguant sur des États qui peuvent alors facilement s'endetter plus que de raison. Cette augmentation du volume monétaire conduit naturellement à de l'inflation, perte de la valeur de la monnaie, épongée par les épargnants et consommateurs. Mario Draghi a donc finalement, par le passé, déjà mobilisé l'épargne des Européens. C'est peut-être simplement la méthode qui, à l'avenir, promet d'être plus cash. En 2017, la Commission européenne présentait comme une priorité absolue le renforcement de l'économie européenne et la stimulation de l'investissement afin de créer de nouveaux projets et de nouveaux emplois. L'économie européenne était alors financée par 2/3 par le crédit bancaire. Mais, selon la Commission européenne, ça ne suffit pas. En complément d'un marché des capitaux plus fort qui offre des sources alternatives de financement aux entreprises, accroissent les opportunités d'investissement des ménages européens et rendent l'économie du continent plus résiliente, il faut d'autres options. Selon certaines estimations, le développement des marchés de capitaux pourrait permettre de libérer sur le long terme 2000 milliards. Avant même d'entrer dans le détail, faisons monter le curseur des ambitions. À présent, selon Charles Michel, c'est 9000 milliards qui seront libérés. Enfin, mobilisés. Il conviendrait visiblement d'informer certains hauts responsables de l'Europe que depuis quelques années, les prêts de liquidité aux entreprises ont cru d'une façon notable, faisant suite à la remontée des taux directeurs par la Banque centrale, ce qui a mis un frein à l'octroi de crédit par les banques commerciales. Pour être tout à fait factuel, que ce soit les banques qui octroient des crédits aux entreprises ou la Commission qui, après saisie de l'excédent d'épargne privée, s'acquitte de versements, des sociétés œuvrant pour la transition écologique et numérique vont réceptionner des paiements. Les subventions des États, ou de la Commission européenne, représentent obligatoirement un mouvement d'argent. Petite supposition. Puisqu'Olaf Scholz semble très favorable à la mise en place rapide de l'union de l'épargne et de l'investissement, et puisque l'Allemagne comprend nombre de sociétés industrielles qui ne demandent qu'à contracter des contrats, et si l'union de l'épargne et de l'investissement, qui paraît être devenue une nécessité absolue, venait à permettre à l'Allemagne de récolter une partie de l'épargne des Européens, cela conduirait probablement nos voisins d'outre-Rhin à accepter plus aisément une situation au cours de laquelle la BCE viendrait, elle, soutenir les finances des pays dont le déficit public est abyssal et le stock de dette gigantesque. Depuis de nombreuses années, les Allemands sont désavantagés par l'eurosystème. Balance des paiements qui n'est jamais réajustée, financement d'une monnaie chère, commune, avec des États dont la gestion budgétaire ne respecte pas les préceptes élémentaires de la zone. Jusqu'à quand les Allemands vont-ils accepter que la Banque Centrale Européenne use de l'euro pour venir en aide à des finances publiques mal administrées? Peut-être jusqu'à ce que l'union de l'épargne et de l'investissement leur permette de retrouver un peu de monnaie. Ingénieux procédé. La BCE perfuse par l'euro le train de vie des États qui ne parviennent pas à se financer, et dans l'intervalle, pour calmer une Allemagne qui travaille et qui s'endette raisonnablement, l'Europe puise dans l'épargne privée pour lui réserver sa part.
Avant d'enregistrer cette émission, j'ai pris connaissance du rapport qui vient d'être rendu par Christian Noyer, ex-gouverneur de la Banque de France et homme fort de la création de l'euro. Pour ce dernier, il n'y a pas de doute, sans union des marchés de capitaux, l'Union européenne décrochera. Pour Noyer, la situation est claire. Il faut assouplir le cadre réglementaire et redynamiser la titrisation. Autrement dit, abaisser le niveau de protection de la propriété privée et accroître les manœuvres financières pour, avec de l'argent qui appartient à certains, en faire apparaître ailleurs, au bénéfice d'autres. Motivation commune et affichée par tous les porteurs de l'union de l'épargne et de l'investissement, lutter contre la fuite de capitaux vers les États-Unis. Après avoir procédé au démantèlement d'Alstom au bénéfice des USA, favoriser sur notre territoire la totale émergence de sociétés comme Uber ou Airbnb, ou encore après que la BCE a mandaté Amazon pour structurer son futur euro numérique, les acteurs d'un même écosystème, partageant depuis la mise en service de l'euro la même ligne politique, chercheraient à lutter contre la fuite de capitaux outre-Atlantique. Merci de nous avoir écoutés, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro des Dessous du Cash sur la chaîne Au Coffre à laquelle je vous invite de vous abonner, et pour ma part je vous invite également à me suivre sur X, Tom Benoît. À très bientôt.